La première saison des Anneaux de pouvoir est derrière nous et comme promis, je reviens sur certains éléments de compréhension et de théorie pour la suite. Attention, cette vidéo ira directement sur les plus gros spoilers de cette saison. Ne la regardez pas sans avoir terminé cette première saison au préalable. Il y a de fortes chances que je sorte plus tard une vidéo sous forme de bilan critique sur cette première saison, sachant que la série a été confrontée à la vague de rejet la plus violente que j'ai jamais connue sur la chaîne, et pourtant j'ai couvert la post-logie Star Wars, donc tout arrive. Pour celles et ceux qui ont envie de discuter sereinement et librement de cette première saison en acceptant au moins l'idée que beaucoup de personnes ont pu apprécier ce voyage en Terre du Milieu et cette proposition malgré ses défauts, je vous donne rendez-vous dès ce soir, ce mercredi 19 octobre 20h30 en live sur ma chaîne Twitch. J'aurai le plaisir d'y accueillir Thibaut Icarius de la chaîne Histoire Appliquée, présent sur YouTube comme sur Twitch, et qui est un très grand lecteur des écrits de Tolkien. Je ne sais pas ce qu'il a pensé de la série, mais je sais qu'il aura des choses passionnantes à en dire, donc rendez-vous ce soir à partir de 20h30 sur Twitch. Le lien de ma chaîne est en description de la vidéo. Pour la saison 2, il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'on peut en attendre et en espérer, mais je vais me concentrer ici sur l'étranger et Sauron, tout en revenant sur les personnages qui seront sans doute introduits. Soyons fous, je commence directement par l'étranger et la question de son identité. Je vois énormément de commentaires qui affirment, comme s'il s'agissait d'une évidence, d'une certitude absolue, qu'il s'agit de Gandalf. Beaucoup à dire à ce sujet. Pour commencer, oui, il est possible que ce soit Gandalf, même si je ne le pense toujours pas, et que j'espère que ce n'est pas le cas. S'il est confirmé que c'est bien Gandalf, ce n'est pas pour autant que je jetterai la série à la poubelle, et s'il y a encore quelques acharnés qui se posent la question ou même m'accusent en commentaire, je répète à nouveau, et la conscience parfaitement tranquille, que je dis absolument tout ce que je veux au sujet de cette série dans mes vidéos. Cette vidéo par exemple n'est absolument pas sponsorisée, Prime Video n'a aucun droit de regard sur elle ou mes précédentes vidéos d'ailleurs, et par ailleurs quand je fais des vidéos sponsorisées, la condition préalable que je pose systématiquement avant d'aller plus loin consiste en la liberté critique. Ça me semble évident, mais bon apparemment ça ne l'est pas encore pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, si vous doutez de mon honnêteté intellectuelle, je pense que le mieux c'est d'arrêter de me regarder, ce sera plus simple pour tout le monde. Et désolé encore une fois pour cette mise au point pénible, mais j'ai encore trop de commentaires à la con à ce sujet. Pour en revenir à ce qui est intéressant, oui, bien évidemment, la saison 1 fait des références volontaires à différents personnages ou œuvres en dehors des livres, et à commencer par la trilogie de Peter Jackson. Et oui, comme souligné on ne peut plus clairement dans ma vidéo d'analyse de l'épisode 8, j'ai bien vu, dans la phrase de l'étranger à Nori, la référence à la réplique de Gandalf à Meriadoc quand la communauté s'enfonce dans la Moria et que Gandalf estime que le mieux à faire consiste à s'en remettre à son flair. J'ai aussi remarqué la transformation des trois mystiques en phalènes lorsque le pouvoir de l'étranger dissipe l'ombre dont elle se compose apparemment, sachant que Gandalf demande à une phalène d'aller quérir l'aide de Gwaihir, le roi des aigles, pour le sauver de sa prison au sommet de la tour de Saruman, Orthanc. Certains reconnaissent aussi des manières du Gandalf de Ian McKellen dans L'étranger, ou insistent sur le fait que la serpillière grise qu'il porte sur le dos le désignerait automatiquement comme le pèlerin gris. Enfin, l'argument imparable que brandissent certains, c'est « bah oui, l'étranger, il est recueilli par des pieds velus qui sont les ancêtres des hobbits, Gandalf apprécie les hobbits, c'est donc son origin story ». Et attention, encore une fois, oui, c'est possible, mais non, ce n'est absolument pas certain qu'il s'agisse de Gandalf. Les éléments qui permettent de douter que ce soit Gandalf sont intéressants. Pour commencer, on a les déclarations des showrunners en interview, et ils précisent que le mystère autour de l'étranger, de la quête de son identité, de son nom, se poursuivront en saison 2. Quand on leur demande s'il s'agit de Gandalf, ils ne répondent pas, évidemment, sachant qu'ils savaient aussi que les pistes données en saison 1 mèneraient énormément de spectateurs à cette supposition. Je peux me tromper bien sûr, mais il me semble que cultiver le secret alors que beaucoup sont persuadés qu'il s'agit de Gandalf risquerait d'aboutir à un effet décevant si c'est Gandalf. On pense bien ce qu'on veut de la série, mais il était délicat d'être certain de l'identité de l'étranger jusqu'au bout,
enfin tout du moins pour ceux qui se posaient sérieusement la question et ne s'arrêtaient pas à des évidences superficielles. Autre point essentiel mis en avant par le final de la saison, l'étranger et Nori partent en direction de Rhûn, le vaste continent qui s'étend à l'est du Mordor. Les showrunners ont confirmé ce choix de partir explorer des endroits inconnus de la carte de la Terre du Milieu, et ils ont aussi mentionné directement les mages bleus, puisqu'ils connaissent en profondeur tous les écrits de Tolkien, si certains en doutaient encore, et ils savent que cette théorie circule aussi depuis longtemps au sujet de l'étranger. Les scénaristes et showrunners connaissent avec 100% de certitude cette citation de Gandalf qui apparaît dans le livre 4, chapitre 5. « Mes noms sont nombreux dans de nombreux pays, disait-il, Mithrandir chez les elfes, Tharkun pour les nains, j'étais Olorin dans ma jeunesse dans l'ouest, qui est oublié, Incanus dans le sud, dans le nord Gandalf, dans l'est, je n'y vais pas. » Notez bien cette dernière phrase, « dans l'est, je n'y vais pas ». Attention, il reste possible que la décision ait été prise d'ignorer ce passage en misant sur tout ce que la série espérerait gagner en mettant en scène un Gandalf débutant qui voyage à l'est. Néanmoins, on peut conserver de sérieux doutes. Ceux qui sont bien allés à l'est en revanche, ce sont Saruman et les Mages Bleus, sachant que la chronologie à ce sujet est relativement fluctuante, et encore s'il n'y avait que la chronologie. Les showrunners ont aussi évoqué les cultes que Tolkien imaginait qu'un ou les deux Mages Bleus auraient pu initier à l'est, sachant que les trois mystiques semblent certes servir le culte de Morgoth ou de Sauron, mais nous sommes loin, là encore, d'avoir des certitudes à leur sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vision de Tolkien, l'Est est un lieu d'où sont venus les elfes, puis les humains, et dans la série, Sadok évoque aussi un temps très ancien où les pieds velus ont pu voir la fameuse constellation recherchée par l'étranger, ce qui implique évidemment qu'eux aussi ont opéré un mouvement migratoire de l'Est vers l'Ouest. Mais alors, qui est l'étranger au final? Pour ma part, j'hésite entre un personnage totalement original et l'un des deux Mages Bleus, sachant qu'il peut aussi s'agir d'un mélange, un personnage original, plus ou moins fortement inspiré d'un Mage Bleu, mais sans pouvoir en reprendre le nom qui peut être Alatar, Palando, Morinetar ou Romestamo. Je pense que l'idée d'un Mage Bleu bénéfique notamment grâce à l'influence de Nori, qui découvre que son homologue arrivé auparavant a sombré au service du mal et qui tente de le contrer ou de le ramener à la raison, offrirait une direction narrative potentiellement passionnante. Il faut savoir que dans la vision de Tolkien, l'Est a été assujetti très tôt aux forces du mal, avant que le message des Valar ne puisse y parvenir, ou lorsque justement les Valar étaient cloîtrés au Valinor. On peut noter que la notion d'étoile étrange avec cette constellation recherchée par l'étranger, et qu'on ne verrait que dans l'Est lointain, pourrait correspondre à l'idée qu'à cette époque, et donc celle de la série, la Terre du Milieu serait encore plate. Un cataclysme aboutira ensuite à une Terre sphérique, mais je vous laisse la découverte si vous ignorez à quoi je fais référence. Encore une redite, mais il est vrai que cette constellation qu'on nous présente comme celle du chapeau de l'ermite a de sacrées ressemblances avec celle des Gémeaux, ce qui vient apporter un peu plus d'eau au moulin de la théorie des Mages Bleus ou équivalent. Sauron a étendu un véritable empire sur ces vastes régions orientales et l'enjeu des forces armées colossales qui s'y trouvent est un point qui a peut-être été décisif dans la guerre de l'anneau, sans que les forces de l'Ouest n'en aient vraiment conscience. Mais justement, puisque j'évoque Sauron, restons sur lui. On sait que la saison 2 revisitera le chemin de notre méchant préféré, et les pièces manquantes du puzzle au sujet de la trajectoire d'Halbrand seront ajoutées. On saura notamment s'il était sur ce radeau par hasard ou par manigance. Ceci étant dit, à ce sujet, je pense que les auteurs s'appuieront sur la notion de providence, si importante dans l'œuvre de Tolkien. En effet, un bien peut surgir d'un mal et le parcours de Galadriel expliquera en partie son rôle non négligeable dans la chute de Sauron au troisième âge. Et comme j'avais déjà pu le souligner par ailleurs, le fait même de permettre la création des anneaux de pouvoir est indispensable à la chute de Sauron quand on observe le déroulement de l'histoire de manière très large, ce qui est a priori le propre d'Elu Ilúvatar, le dieu unique. Au sujet de Sauron, on a eu aussi le point de vue de son interprète, en tout cas celui d'Halbrand, Charlie Vickers, qui se base forcément sur les scripts, et pour lui, il n'y a jamais eu de véritable notion de romance entre son personnage et Galadriel. Pour lui, Sauron a toujours vu l'elfe comme un moyen d'accomplir ses desseins, même si, pendant le début de la saison notamment, il était peut-être pris de véritables remords.
Et là encore, cette notion de remords, de repentance éventuelle s'appuie sur des écrits de Tolkien au sujet de l'état de Sauron au début du Deuxième Âge. La montée en puissance de Sauron sera au cœur de la saison 2, sachant qu'il devra d'abord solidifier sa position au Mordor et notamment traiter la question de son lieutenant rebelle, Adar. Du côté de l'étiolement des elfes, de l'effet du Mithril, j'ignore si la série reviendra sur son traitement qui dérive assez nettement du canon officiel, mais on a eu au moins une certitude, certains éléments du lore seront observés sous un jour nouveau en saison 2, c'est l'une des scénaristes de la série qui l'a déclaré très directement en interview. Je ne sais pas ce que cela concerne et s'ils partiront sur un éveil du fléau de Durin et la chute de Khazad-dûm dès le Deuxième Âge, alors que cela ne survient normalement qu'au Troisième, mais tout reste possible. Pour la suite de la création des anneaux, je suppose qu'Halbrand, sous cette forme ou une autre, reviendra auprès de Celebrimbor. J'ai vraiment très peu de doutes à ce sujet. Si les 3 anneaux des elfes ont bien été forgés sans que la main de Sauron y soit directement présente, cela ne devrait pas être le cas bien sûr pour les 7 et les 9, et l'unique, et on n'en parle même pas, il sera créé par Sauron tout seul, enfin du moins on peut le supposer. Au sujet des personnages qui seront introduits en saison 2, on a la confirmation officielle qu'on découvrira enfin Círdan le charpentier de navire, mais aussi d'autres personnages qui restent encore à être annoncés. Sans aucune certitude, je suppose toutefois que l'introduction de Celeborn devrait survenir rapidement. Galadriel le croit mort, et il l'est peut-être, mais qu'il soit perdu ou mort, il ne fait aucun doute qu'il reviendra, quitte à voir son destin confondu avec celui de Glorfindel. Et pour plus d'informations à ce sujet, je vous renvoie vers ma dernière vidéo de théorie sortie juste avant le final, l'épisode 8. Peu de doute aussi sur le fait qu'on aura l'introduction d'Anarion, le frère d'Isildur et d'Eärlien, en saison 2, même si la saison 3 reste encore jouable pour lui. On sait uniquement pour l'instant qu'il réside sur la pointe ouest de Númenor. Autre point qui ne fait absolument aucun doute et qui a été confirmé par les showrunners, la série traitera bien évidemment des humains destinés à devenir certains des futurs Nazgûl, les esprits servants de l'anneau. Certains, 3 peut-être, seront a priori d'origine núménoréenne, mais nous verrons bien. Et un petit mot au passage au sujet de Pharazôn, son destin est connu dans les livres, mais je vais éviter les spoils au cas où. En termes de calendrier, maintenant, le tournage de la saison 2 a commencé, sachant que les scripts des épisodes de fin de saison sont encore en cours de travail. Les showrunners ont certes évoqué un travail sur les 2 années à venir, mais bon, je pense qu'on peut quand même espérer une sortie pour la première moitié de 2024, croisons les doigts. Et enfin, contrairement à ce qu'affirment certains sur internet, non, les showrunners n'ont pas reconnu la validité de toutes les critiques du monde exprimées au sujet de la première saison. Ce qu'ils ont dit en revanche, c'est qu'ils pensent que le rythme de cette saison aurait pu être mieux géré, avec un peu plus d'urgence à certains moments, et je suis d'accord là-dessus. Ils sont à l'écoute des critiques constructives au moins, et sont confiants sur un bon qualitatif d'ensemble pour la saison 2, maintenant que tout le monde a pu prendre ses marques et que les personnages essentiels ont été posés. Et pour les rares personnes qui resteraient sur l'idée un peu farfelue de 2 époques suivies en parallèle, celle de l'étranger et celle des autres en résumé, selon moi absolument aucun élément ne vient soutenir cette idée. S'il y a eu une autre météorite par le passé, je ne pense pas du tout qu'on l'ait vue passer dans le ciel au début de saison. Elle se serait crashée il y a longtemps sans doute pour déposer le premier mage bleu ou son équivalent pour la série, à supposer qu'il parte dans cette direction. Je vous rappelle qu'on se retrouve en live ce soir à 20h30 sur ma chaîne Twitch pour un débrief de cette saison 1 avec Thibaut Icarius de la chaîne Histoire Appliquée. Et par ailleurs, je serai aussi vendredi soir sur Twitch, 20h30, mais cette fois sur la chaîne de GastronoGeek, un autre Thibaut, et on parlera science-fiction avec la série Peripheral. On se retrouve tout à l'heure, j'espère, ou pour de prochaines aventures. Je vous dis à très bientôt, et si ce t-shirt vous plaît, vous trouverez le lien en description. Salut!